Mes parents ont offert leur maison en cadeau de mariage à ma sœur, alors que je payais leur hypothèque depuis 5 ans. 2 mois plus tard, ils ont voulu emménager dans ma maison de vacances, alors j'ai refusé. Mais ensuite, la police m'a appelé, les applaudissements m'ont frappé avant même les mots. Ma mère a soulevé une pile de documents sous les lumières du mariage et a déclaré, presque fièrement, « Nous leur donnons notre maison ». La salle a explosé de joie. Ma sœur pleurait, mon père rayonnait, et moi, je restais assise là, les doigts crispés autour d'un verre qui, soudainement, semblait plus lourd qu'il ne le devrait. Personne ne me regardait. Personne ne se souvenait de qui avait maintenu cette maison en vie pendant 5 ans. Je me suis dit de respirer, de sourire, de rester immobile. Mais au moment où ma mère a baissé ses papiers, quelque chose a basculé. Un silence tranchant. Et cela ne resterait pas silencieux longtemps. Je pensais autrefois que d'aider ses parents était simplement ce que faisaient les enfants adultes. Pas de projecteur, pas d'éloge, juste un devoir soigneusement plié dans le rythme de la vie quotidienne. Il y a 5 ans, lorsque les heures de mon père ont été réduites et que les articulations de ma mère se sont raidies au point qu'elle pouvait à peine tenir un volant, tout a changé. L'hypothèque est devenue un poids qu'il ne pouvait plus soulever. Je n'ai pas hésité. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à ma banque, et j'ai mis en place un virement permanent. Le premier mois a semblé lourd. Le deuxième a semblé nécessaire. Au 6e, c'était passé à l'arrière-plan comme le bourdonnement du réfrigérateur, constant, inaperçu, toujours là. Tous les 30 jours, presque à la même heure, mon téléphone vibrait avec une courte notification, paiement effectué. Pas d'appel de remerciement, pas de discussion. Parfois, ma mère mentionnait la chance qu'ils avaient que tout ne se soit pas encore effondré, et j'opinais du chef, sans lui rappeler que la chance avait un nom et un numéro de compte bancaire rattaché à elle. Bien avant que je ne commence à payer les factures, le modèle était déjà établi. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire, mes parents m'ont tendu une carte au petit déjeuner. Une enveloppe fine, avec à l'intérieur un billet plié de $50. Ma mère a dit qu'ils étaient fiers de moi. Mon père m'a pressé l'épaule. Je n'en attendais pas plus. J'avais appris à attendre peu, à faire la paix avec le fait d'être celle qui est stable. 2 ans plus tard, quand Vanessa a obtenu son diplôme, ils ont organisé une fête dans le jardin avec des lumières tendues entre les arbres. Il y avait un gâteau scintillant, des enceintes louées, et des parents éparpillés sur la pelouse. Et à la fin, mon père a fait miroiter une paire de clés devant elle, pincée entre 2 doigts pour qu'elle capte le soleil. « Ta voiture est dans l'allée », a-t-il dit. Tout le monde a applaudi. Vanessa a pleuré contre sa poitrine. J'ai applaudi avec les autres, en faisant semblant de ne pas sentir la différence s'installer en moi comme une pierre. Elle était toujours la lumière, le rire, la promesse. J'étais la planificatrice, la réparatrice, la silencieuse, les repas cuisinés, les trajets offerts, les erreurs nettoyées avant que quiconque ne remarque. Ma mère avait l'habitude de dire aux gens que j'étais facile à vivre, comme si c'était un compliment, comme si n'avoir besoin de rien signifiait n'être rien. Plus nous vieillissions, plus le déséquilibre devenait clair. Vanessa dérivait à travers de nouveaux passe-temps, de nouveaux emplois, de nouveaux petits amis. Mes parents l'appelaient chaque matin et chaque soir. Quand elle oubliait des échéances, ils arrangeaient les choses. Quand elle dépensait trop, ils lui viraient de l'argent. Quand elle pleurait, le monde se réorganisait autour de ses larmes. Mais quand je couvrais discrètement leur hypothèque, quand je réorganisais mon budget, quand je renonçais à des voyages ou supprimais de petits plaisirs, je n'osais pas me justifier. Ils ne se vantaient pas de moi. Ils ne demandaient pas comment je m'en sortais. Je suis devenu la poutre de soutien invisible d'une maison qui n'était même pas la mienne. Il y a des moments dont on ne réalise pas qu'ils sont des tournants avant des années plus tard. Des moments si petits qu'ils glissent sans bruit. Pour moi, ce fut ce jour-là dans le jardin, en regardant Vanessa lever ses clés bien haut pendant que tout le monde applaudissait. Quelque chose s'est installé dans ma poitrine alors. Pas de la colère, pas encore, mais une prise de conscience. C'était le jour où j'ai appris exactement où je me situais dans cette famille. 2 mois après le mariage, le monde semblait être redevenu silencieux. Je m'étais presque convaincu que l'annonce de la maison n'était qu'une blessure de plus que je pouvais enfouir avec le reste. Puis Vanessa m'a envoyé un SMS pour m'inviter à dîner. Décontractée, écrivait-elle, juste nous. Ethan et moi nous sommes garés devant la maison, sa maison maintenant. La lumière du porche brillait chaleureusement contre le ciel du soir. Par la fenêtre,
j'ai vu ma mère ajuster un nouvel ensemble de rideaux couleur crème, remplaçant les bleus qu'elle aimait depuis des années. La voix de Vanessa flottait depuis la cuisine, claire et aisée, comme si elle avait toujours vécu là. La table était déjà mise quand nous sommes entrés. Un rôti, des petits pains frais, un match jouant doucement à la télé dans la pièce d'à accent grave côté. Mon père a salué Ethan d'une tape joyeuse dans le dos, puis s'est tourné vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je me suis assise là où ils m'ont fait signe, entre Ethan et mon père, de la même façon que je l'avais toujours fait, sauf que ce n'était plus leur maison. Ce n'était pas la mienne non plus. C'était la leur, la père élue. Nous avons mangé en échangeant des banalités, des histoires d'Hawaï, des couleurs de peinture, les projets de Vanessa pour le jardin. Elle parlait d'installer un brasero comme elle en avait toujours rêvé, ses mains bougeant en grands cercles excités. Ma mère la regardait, de la façon dont les gens regardent le soleil se lever. Quand les assiettes ont été débarrassées, ma mère a croisé les mains et a jeté un coup d'œil à mon père. Un signal. Mon estomac s'est noué. Nous voulions vous parler, a-t-elle commencé, d'une voix douce et répétée. Ton père et moi avons réfléchi à nos prochaines étapes. Mon père a hoché la tête. Puisque la maison est à eux maintenant, nous avons besoin d'un endroit où rester, un endroit paisible. Ma mère a expiré doucement, comme pour introduire quelque chose d'inévitable. Nous avons décidé que nous allons emménager dans ta maison de vacances. Elle l'a dit comme on annonce des projets pour le week-end. Pas une question, pas une demande, une décision. Le silence s'est pressé autour de moi. Vanessa gardait les yeux sur son assiette. Ethan a bougé à côté de moi, attendant. J'ai posé ma fourchette, l'alignant avec le bord de l'assiette. Mes mains étaient stables. Mon souffle était lent. À l'intérieur, quelque chose de familier s'est brisé. Pas un choc cette fois, juste une reconnaissance. Ils avaient déjà choisi où je m'intégrais. Ils l'avaient toujours fait. Non, ai-je dit, une seule syllabe, calme mais solide. Ma mère a cligné des yeux. Quoi? Vous n'emménagez pas dans ma maison. La pièce a basculé dans l'immobilité. Ma chaise a raclé légèrement quand je me suis levé, laissant derrière moi la chaleur de la table. La chaise est restée là quand je me suis éloigné, pleine un instant plus tôt, maintenant indubitablement vide. Le trajet du retour a été silencieux, mais pas de ce genre fragile qui menace d'éclater. C'était le genre qui s'installe dans la poitrine, stable et sûr, marquant le moment exact où quelque chose en vous cesse enfin de plier. Ethan n'a pas demandé ce que je pensais. Il ne le fait jamais. Pas tout de suite. Il a juste gardé une main sur le volant, l'autre reposant près de la mienne, assez près pour que je puisse l'atteindre si je le voulais. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'avais plus besoin du silence que du réconfort. Quand nous sommes rentrés, j'ai accroché mon manteau, enlevé mes chaussures et suis allé directement à la salle de bain. J'ai ouvert le robinet, pris de l'eau froide dans mes mains et l'ai pressée sur mon visage. Mon reflet me regardait, calme, presque trop calme, les yeux secs, la mâchoire serrée. Le genre d'immobilité qui vient après des années à avaler des tempêtes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai simplement attrapé la serviette, épongé mon visage et marché jusqu'à mon bureau. La lampe projetait un cercle étroit de lumière sur la surface. Mon ordinateur portable trônait au milieu, attendant. Je l'ai ouvert. L'écran a clignoté pour s'éveiller. Première étape, bloquer leur numéro. Pas par méchanceté, par nécessité. Chaque cycle avec mes parents suivait le même schéma, limite, réaction violente, culpabilité, excuse, amnésie. Je ne pouvais plus me permettre cette boucle. Contact. Sélectionner. Bloquer. Les clics étaient sourds, presque doux. Une coupure nette déguisée en routine. Ensuite, la sécurité. J'ouvre l'application pour la maison de vacances. Une épingle sur la carte, une image miniature du Porsche avant. État du système, armé. J'ai resserré les paramètres. Nouveau code d'accès, vérification en 2 étapes, alerte de mouvement plus strict. J'ai supprimé leur ancien accès. Puis j'ai configuré les notifications pour qu'elles arrivent directement sur mon téléphone et celui d'Ethan, sans délai. Après cela, j'ai ouvert un dossier intitulé « Documents ». À l'intérieur, 5 ans de paiements hypothécaires. Pas des tableurs détaillés, juste des journaux simples, des confirmations mensuelles, des reçus de virement, de brèves notes que j'avais griffonnées dans les marges.
Quand mes parents appelaient pour demander de l'aide à nouveau, je ne les relisais pas. Je n'en avais pas besoin. Les dates seules suffisaient. Elles formaient un motif, une forme, une vérité. J'ai surligné le dossier, je l'ai compressé et je l'ai enregistré quelque part facile d'accès. Pas pour l'utiliser contre eux, juste pour rester honnête avec moi-même, pour me rappeler que rien de ce qui s'est passé n'était dans ma tête. Ethan s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, m'observant calmement. « Tu veux en parler ?» a-t-il demandé. « Pas encore. » Il a hoché la tête, s'est décollé du cadre de la porte et a disparu dans le salon. Pas de soupir, pas de sentiment blessé, juste de l'espace, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai ouvert un autre onglet, un simple tableur. Pas de vengeance, un inventaire. Chaque obligation financière que j'avais portée pour mes parents. Les mois que j'ai couverts quand ils ne pouvaient pas gérer. Les fois où j'ai réorganisé mon propre emploi du temps, mon propre budget, mes propres projets, pas pour faire le compte des dettes, mais pour en être témoin. Ligne par ligne, les chiffres apparaissaient nets, sans émotion. Quand ce fut fini, j'ai fermé la feuille. Je ne l'ai pas enregistré. Vers minuit, je suis allé à la fenêtre. Les lumières de la ville brillaient au loin, floues et douces, comme si quelqu'un avait étalé de l'or sur l'horizon. Les voitures passaient en bas, un bourdonnement constant montant à travers la vitre. Un rappel que le monde continue de tourner même quand vous vous arrêtez enfin. Ethan m'a rejointe, posant une tasse de thé chaud sur le rebord de la fenêtre. Ses doigts ont effleuré les miens. « Ça va ?» a-t-il murmuré. « Je pense que oui. » Nous sommes restés là longtemps, sans parler, respirant simplement au même rythme lent. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je me sentais ancré. Le lendemain matin, je me suis réveillé l'esprit clair. J'ai pris une douche, attaché mes cheveux et me suis habillé pour le travail. Mes mouvements étaient délibérés, chacun marquant le changement qui s'opérait tranquillement sous mes côtes. En sortant, je me suis arrêté au tiroir près de la porte. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, un trousseau de clés reposait immobile, le double pour mon appartement, mon bureau, et près du centre, la maison de vacances. J'ai pris la clé de la maison de vacances. Métal froid, bord tranchant, un simple morceau d'acier façonné, mais il portait 5 ans de responsabilité, de silence et d'efforts effacés. J'ai refermé ma main dessus, la tenant jusqu'à ce que l'empreinte s'incrustât dans ma paume. Puis je l'ai reposée dans le tiroir doucement, presque cérémonieusement. Au travail, tout semblait plus net. Le bruit des claviers, le bourdonnement sourd des imprimantes, le doux murmure des conversations à travers les box. Je me suis connecté, j'ai ouvert mes emails et j'ai travaillé sur des campagnes avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis des semaines, peut-être des mois. Vers midi, mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai supprimé. Les limites ne fonctionnent que lorsqu'elles sont maintenues. Le temps passait par segments propres et calmes. La lumière de l'après-midi se déversait sur mon bureau. La journée avançait comme les journées étaient censées avancer, vers l'avant. En rentrant, Ethan était sur le canapé en train de lire. Je me suis assise à côté de lui, je me suis penché en arrière et j'ai fermé les yeux. Ma poitrine s'est desserrée. Mes épaules sont retombées. Le silence en moi ne ressemblait plus à du vide. Il ressemblait à de l'espace. Une limite n'est pas un mur. C'est une forme, une ligne, un choix. Et pour la première fois de ma vie, j'en avais tracé une pour moi-même. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai vérifié à nouveau l'application de sécurité. Armé, stable, immobile. J'ai éteint la lampe, laissant la pièce tomber dans l'obscurité. Cette fois, je n'allais pas réparer ce qu'ils avaient cassé. L'appel est arrivé un mercredi matin, au beau milieu d'une réunion. Mon téléphone a vibré une fois, puis une autre, la vibration dérapant sur la table de conférence. J'ai baissé les yeux, m'attendant à une alerte de calendrier ou à un message d'Ethan. Au lieu de cela, un numéro inconnu remplissait l'écran. J'ai failli refuser jusqu'à ce qu'une seconde vibration suive. Plus forte, plus insistante. Je me suis excusé calmement et suis sorti dans le couloir. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. Allô ? Une pause, puis une voix officielle est posée. Ici le département de police locale. Nous vous appelons au sujet de votre propriété en dehors de la ville. Nous avons 2 individus ici qui prétendent être vos parents. J'ai pressé mon dos contre le mur,
l'air frais poussant contre ma colonne vertébrale. L'officier a continué, ils ont utilisé une clé pour entrer. Le système d'alarme l'a signalé comme non autorisé. Nous avons besoin d'une confirmation de votre part. C'était là, la ligne finale de la miniature arrivant non pas comme une métaphore, mais comme un fait. J'ai fermé les yeux. Ils n'ont pas la permission d'être là. Compris. Voulez-vous venir à la propriété? Nous pouvons attendre. J'arrive. J'ai trouvé Ethan à son bureau, j'ai soulevé mon manteau du dossier de sa chaise et j'ai dit, ils sont à la maison. Ses sourcils se sont froncés, mais il n'a pas posé de questions. Il a attrapé ses clés et nous sommes partis. Le trajet hors de la ville s'étirait, long et pâle sous un ciel couvert. Plus nous allions loin, plus cela devenait silencieux. Pas de circulation, pas de voix, juste le bruit doux des pneus sur l'asphalte et le changement occasionnel du vent dans les arbres. Je gardais les mains jointes sur mes genoux, les pouces pressés l'un contre l'autre pour rester calme. Quand nous avons tourné sur le chemin de gravier menant à la maison de vacances, j'ai vu la voiture de police en premier. Ses gyrophares ne clignotaient pas. Elle restait immobile, comme un témoin en attente. 2 officiers se tenaient près du porcher, sur les marches, blottis à côté de 3 valises dépareillées, étaient assis mes parents. Ma mère a levé les yeux la première, ses yeux écarquillés, non pas de culpabilité, mais de soulagement, comme si j'étais celle qui avait le pouvoir d'annuler les conséquences. Dieu merci, a-t-elle dit en se levant rapidement. Dis-leur que c'est bon. Dis-leur que nous avons le droit d'être ici. L'officier s'est avancé. Madame, est-ce que ce sont vos parents? Oui. Et ils n'ont pas la permission de rester sur la propriété? Non, ai-je dit, ma voix stable. Ils ne l'ont pas, le visage de ma mère s'est effondré. Isabella, ne fais pas ça. Nous n'avions nulle part où aller. Vous aviez une maison, ai-je répondu. Vous l'avez donnée. Mon père s'est levé lentement en brossant la poussière de sa veste. Nous ne sommes pas entrés par effraction, a-t-il dit, agacé. Nous avons utilisé la clé que tu nous as donnée. Cette clé était pour les urgences, ai-je dit, pas pour emménager. Un silence s'est étiré, fin. L'officier s'est raclé la gorge. Nous pouvons les escorter hors de la propriété. Si vous voulez porter plainte pour violation de domicile, nous enregistrerons le dossier. Ma mère a halté doucement. Tu n'oserais pas, pendant un instant, le monde a ralenti. Les arbres s'immobilisant dans le vent, le gravier se tassant sous nos pieds, l'air froid se resserrant entre nous. Je pouvais entendre ma propre respiration. Je l'ai regardée. J'ai vraiment regardé la déception qu'elle portait comme une armure. À l'attente que je plie comme je l'avais toujours fait, à la certitude que je céderais parce que j'étais la responsable. Mais je ne pliais plus. Je ne porte pas plainte, ai-je dit doucement. Mais ils ne peuvent pas rester ici. Le soulagement a scintillé sur son visage trop rapidement. L'officier a parlé à nouveau. Nous allons les emmener au poste pour quelques heures. Ils pourront organiser leur transport à partir de là. Ma mère s'est alors retournée contre moi, non pas avec gratitude, mais avec fureur. Tu es incroyable. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Ethan s'est placé légèrement devant moi, pas comme un bouclier, mais comme un rappel que je n'étais pas seul. Les officiers ont guidé mes parents vers la voiture de police. Les valises sont restées sur le porche comme des pensées abandonnées. Une camionnette de serrurier est arrivée peu après. Il a hoché la tête poliment, remplacé les serrures, m'a remis les nouvelles clés. Métal, froid, solide. Je les ai mises dans ma poche. Quand la voiture de police s'est éloignée, de la poussière s'est soulevée du sol, dérivant dans la lumière de fin d'après-midi. La maison derrière moi était silencieuse, intacte, exactement comme je l'avais laissée. J'ai verrouillé la porte moi-même avant de partir. Le déclic a résonné proprement. La justice n'a pas besoin de bruit. Elle a seulement besoin de clarté. Le matin après l'appel de la police, le monde semblait étrangement léger. Je me suis réveillé avant le réveil, l'appartement encore sombre, la ville pas encore tout à fait éveillée. Pour la première fois depuis longtemps, ma poitrine ne semblait pas serrée. L'air entrait et sortait doucement, comme si quelque chose en moi s'était tranquillement déverrouillé. Au verdict, j'ai fait du café et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la lumière du petit matin inonder les bâtiments. La ville semblait plus douce le matin, des bords flous, des couleurs atténuées, tout semblait un peu moins exigeant. Ethan m'a rejointe, sa main effleurant la mienne alors qu'il attrapait sa tasse.
Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Plus tard dans la journée, ma cousine Jessica a appelé. Elle parlait prudemment, consciente qu'elle marchait sur un champ de mine. Elle m'a dit que mes parents avaient essayé de retourner chez Vanessa, que Vanessa avait refusé de les laisser entrer. Qu'ils louaient maintenant un petit appartement en périphérie de la ville, ma mère ayant repris le travail à temps plein pour couvrir les dépenses. J'ai écouté sans réagir, non pas par froideur, juste par distance, le genre qui vient après des années apporter quelque chose de lourd et à le poser soudainement. Ce soir-là, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message vocal de ma mère. Sa voix semblait plus petite que dans mes souvenirs. Elle disait qu'ils avaient fait des erreurs, qu'ils voulaient parler, qu'ils espéraient que je pourrais leur pardonner un jour. Je ne l'ai pas effacé, mais je ne l'ai pas ouvert non plus. Certaines excuses ont besoin d'espace avant de pouvoir être entendues. Après le dîner, je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché la plateforme de location. Les photos de la maison de vacances sont apparues. Fenêtres ensoleillées, sol propre, chambre calme. C'était bon de la regarder sans colère, juste en la voyant comme la mienne, un endroit dont je pouvais choisir quoi faire. J'ai ajusté quelques détails, cliqué sur « Mettre en ligne » et fermé l'ordinateur. Quand j'ai éteint la lumière, l'appartement s'est installé dans un calme feutré. Pas vide, juste calme. Parfois, la liberté n'est pas bruyante. Parfois, c'est l'absence d'être nécessaire pour les mauvaises raisons. Les limites ne sont pas des punitions. Elles sont la forme silencieuse du respect de soi, la ligne entre ce que je porte et ce que je rends. Et une fois que j'ai enfin tracé la mienne, le silence qui a suivi n'était pas de la distance. C'était la liberté. Si vous avez déjà reconstruit votre paix à partir de zéro, vous n'êtes pas seul.